Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'Assemblée nationale pour ce colloque sur la lutte contre le racisme et les discriminations que j'organise depuis quelques années maintenant ici, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars pour commémorer ce jour de 1960 où, à Sharpeville, en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois relatives au laissez-passer imposées par le pouvoir suprémaciste blanc et son régime d'apartheid. Ce jour a été institué par l'ONU en 1966, quelques mois après l'adoption, le 21 décembre 1965, par l'Assemblée générale des Nations unies, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 60 ans plus tard, si des progrès majeurs ont été accomplis en ce sens dans de nombreux pays, le racisme et les discriminations raciales demeurent des phénomènes structurants de nos sociétés partout dans le monde. L'arrivée au pouvoir d'extrême droite raciste et réactionnaire, qui menace directement la vie de millions de personnes et la fabrique de nos démocraties, démontre que les progrès réalisés grâce aux luttes des premiers et premières concernés sont loin d'être définitivement acquis. Il est plus urgent que jamais, comme nous exhorte l'ONU, de réaffirmer notre engagement en faveur de l'égalité et de poursuivre les efforts visant à éliminer le racisme en garantissant l'égalité de traitement pour tous les individus. La persistance du racisme s'explique par le caractère systémique de ce phénomène moderne. Il s'agit d'un processus dont on trouve des prémices au XVe siècle, pendant la Reconquête et l'Inquisition dans la péninsule ibérique, où les populations juives et musulmanes, ainsi que leurs descendants et descendantes convertis au christianisme, vont faire l'objet d'une racialisation biologique. Il s'est structuré à la faveur de la naissance et l'expansion du capitalisme pendant la traite esclavagiste transatlantique du XVIe au XVIIIe siècle et la colonisation des Amériques, de l'Afrique et l'Asie qui a suivi. Le système raciste est ainsi à la fois un élément fondateur et produit direct de la dite modernité européenne. Cette dernière est loin d'être uniquement un projet d'émancipation basé sur les principes des supposées Lumières. Elle s'est construite sur des logiques de domination et d'exclusion raciale qui ont façonné le système économique, les États-nations et les hiérarchies globales, raison pour laquelle le racisme perdure jusqu'à nos jours. Le racisme fonctionne suivant une mécanique implacable de différenciation, péjoration, stigmatisation, essentialisation, légitimation des violences et inégalités. Une mécanique qui produit une conception du monde, une philosophie, une idéologie extrêmement cohérente. Le racisme génère et entretient des violences et des discriminations qui touchent aux différentes sphères de la vie en société, telles que l'emploi, le logement, la santé, l'éducation, la justice et le pouvoir politique. Il porte aussi atteinte au plus profond et au plus intime de l'individu. Il est, écrit Rachida Brahim, un vide dans lequel nous devons néanmoins croître sans assise et sans certitude, mais avec ces millions de fragments post-mémoire qui tailladent quotidiennement nos esprits et l'aisance avec laquelle nous devrions être au monde. En France, chaque année, ce sont 1,2 million de personnes qui déclarent avoir été victimes d'au moins une atteinte à caractère raciste. Injures, menaces, violences ou discriminations. Ce sont autant des femmes que des hommes, mais 2 fois plus souvent des jeunes que des quadragénaires. Les immigrés, et encore plus leurs descendants et descendantes, se disent incomparablement plus touchés que les Français, Françaises nés en France. C'est également le cas pour les natifs et natives d'outre-mer. Les personnes modestes, les chômeurs et chômeuses, les habitants et habitantes des quartiers prioritaires indiquent aussi beaucoup plus souvent être victimes de discrimination. Or, pour ces 1,2 million de victimes, seules 12 600 infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux ont été enregistrées par les forces de sécurité en 2022. Seules 1382 condamnations ont été prononcées pour infractions à caractère raciste ou commises avec la circonstance aggravante de racisme en 2021, dont 4 pour discrimination en infraction principale. Je voudrais vous donner un exemple qui a été porté à notre attention de groupes parlementaires récemment. Jeudi 13 février dernier, une délégation de notre groupe a reçu à l'Assemblée nationale la famille de Jamel Benjabala, 43 ans, assassiné par un militant d'extrême droite. Le 31 août 2024, ce responsable régional du groupe Puscule Brigade française patriote l'écrase à 3 reprises sous les yeux de sa fille de 10 ans.
Dans les mois précédant ce crime, cet individu multipliait les intimidations et les injures islamophobes envers sa victime, lui envoyant des saucissons marqués du mot halal et le traitant de sale bougnoul. 20 armes seront retrouvées à son domicile et 2 dans son coffre. De son vivant, Jamel Benjabala avait d'ailleurs porté plainte pour injures racistes à plusieurs reprises, des plaintes classées sans suite par le parquet. Et aujourd'hui, le caractère raciste de ce crime n'est toujours pas retenu. Ce délit de justice est une violence supplémentaire infligée à la mémoire des victimes, à leurs proches, mais aussi à toutes celles et ceux qui sont visés par les actes racistes. En matière de discrimination, seuls 2% des victimes ciblées en vertu de leur origine, couleur de peau ou religion supposée ont déclaré s'être déplacées au commissariat de police ou en brigade de gendarmerie pour signaler les faits subis. Si la discrimination semble pouvoir survenir dans n'importe quel contexte ou environnement, les victimes déclarent le plus souvent avoir subi ces atteintes dans un contexte lié au travail. Les personnes ayant une origine étrangère ou perçues comme telles sont davantage exposées au chômage, à la précarité sociale, à de mauvaises conditions de logement et à un moins bon état de santé. Des recherches montrent également que les inégalités scolaires liées à l'origine ou au territoire compromettent l'insertion professionnelle des plus jeunes et leurs conditions de vie ultérieures. Les personnes d'origine immigrée ou perçues comme telles sont enfin surexposées au contrôle policier et à des relations dégradées avec les forces de sécurité. Dans son rapport de 2020, le défenseur des droits expliquait « L'ampleur et la persistance des discriminations fondées sur l'origine en France témoignent d'inégalités cumulatives résultant de l'interaction de pratiques volontaires ou non, individuelles et structurelles, qui portent préjudice à un groupe donné. Il est donc nécessaire de les penser dans leur dimension systémique. Autrement dit, dans le cadre d'analyse plus large des représentations collectives, des rapports sociaux spécifiques, sources de domination et des inégalités socio-économiques qui structurent la société. On en est très très loin. Après l'échec du plan contre le racisme 2018-2020, proposé par Édouard Philippe, il a fallu attendre 2023 pour que le gouvernement semble se saisir de nouveau du sujet avec la présentation par Elisabeth Borne d'un nouveau plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine 2023-2026, un plan qui s'avère déjà très en deçà de ce qu'il faudrait. Non seulement il ne contient essentiellement que des mesures d'affichage, mais il est censé s'appliquer à moyens constants, alors même que les ministères chargés de son application subissent une austérité sans précédent, ce qui démontre le peu de volonté d'effectivité de ce plan. Plus fondamentalement, il ne présente aucune réflexion sur les origines et les moyens indispensables pour lutter contre les discriminations systémiques, ce qui est pourtant indispensable à la mise en place d'une réelle politique publique antiraciste. Stigmatisation des personnes de confession musulmane et en particulier des femmes. Adoption d'une énième loi anti-immigrée directement inspirée du programme du FNRN. Nomination d'un ministre de l'Intérieur qui parle de français de papier et de régression vers des origines ethniques. Reprise par le Premier ministre des obsessions de l'extrême droite sur la submersion migratoire. J'en passe et des pires. Par ses discours et politiques racistes et xénophobes, le gouvernement Macron-Bayrou, déjà illégitime d'un point de vue démocratique, malfaisant du point de vue économique, social et écologique, se fait aussi fossoyeur de nos principes républicains. Il s'inscrit dans l'offensive mondiale menée par la droite et l'extrême droite qui s'attaquent partout aux droits et libertés fondamentales pour perpétuer la domination capitaliste, son exploitation des êtres humains et sa destruction de la planète. Le racisme, sous toutes ses formes, antisémite, islamophobe, négrophobe, anti-arabe, anti-asiatique, anti-tzigane, sert à maintenir le statu quo et à justifier les inégalités en divisant le peuple. Nous le combattons radicalement, parce que nous sommes des humanistes qui plaçons la relation humaine sous l'égide de la solidarité et donc de la reconnaissance de la similitude des besoins et de l'égalité des droits à les satisfaire. Parce que notre projet politique vise à unifier toutes celles et tous ceux qui ont justement intérêt à tout changer. Nous traitons, expliquait Jean-Luc Mélenchon, de l'éradication de tout un ordre inégalitaire socio-racial auquel il s'agit de rester insoumis, parce qu'il est le moyen de pérennisation d'un système fondé sur l'exploitation de la grande majorité, abasourdi par des différences essentialisées par une petite minorité qui les lui inculque. L'universalité des droits n'est pas négociable en République. Toutes celles et tous ceux qui adhèrent
au programme Liberté, Égalité, Fraternité sont Français et Françaises, citoyens et citoyennes, et donc égales et égaux. De ce principe de droit, il faut faire une réalité de fait. C'est l'objectif des propositions que nous avons rassemblées dans cette nouvelle petite brochure parlementaire pour une République antiraciste, qui reprend des mesures de notre programme et certaines de leurs traductions législatives. Nous proposons ainsi d'améliorer le cadre législatif, par exemple en consolidant le droit de la non-discrimination pour le rendre plus lisible et accessible, en réunissant l'ensemble des différentes dispositions dans un code unique. Nous proposons concrètement d'abroger la loi séparatisme et le contrat d'engagement républicain, et nous avons déposé un texte de loi en juillet 2023 sur ce sujet. Il faut développer de nouveaux outils, de nouvelles institutions, comme le commissariat à l'égalité doté d'un corps d'inspecteurs et d'inspectrices et de moyens humains et financiers conséquents pour coordonner les politiques publiques, comme un observatoire des discriminations et des pôles spécialisés au sein des services publics et des cours d'appel. Il faut aussi mener des politiques spécifiques qui visent particulièrement les secteurs, les domaines où les publics qui sont victimes de racisme et de discrimination. Dans le secteur du travail, dont on a vu que c'est un des espaces où les discriminations se répercutent particulièrement fortement, nous proposons de renforcer les obligations à la charge des administrations et des entreprises privées par la création de pôles de prévention contre les discriminations lors du rétablissement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT que nous proposons, et ces pôles qui seraient en charge de la formation, la sensibilisation des salariés, l'évaluation des pratiques. Sur la question de l'antiziganisme, qui est un des préjugés et une des formes de racisme les plus ancrées dans notre société, il faut, par exemple, multiplier les aires d'accueil, améliorer leur localisation et garantir l'accès aux besoins essentiels pour les gens du voyage. Il faut aussi favoriser la scolarisation par le respect de l'obligation à la charge des communes et l'articulation de l'enseignement présentiel et distanciel pour les familles. Il y a un besoin impératif de mieux former et d'encadrer la police par la mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité, comme le demandent depuis des années des associations, afin de lutter contre le contrôle au faciès. Nous avions, dès 2017, proposé un texte de loi sur ce sujet, et nous l'avons redéposé en 2020. Nous pensons qu'il faut mieux former et ainsi réviser le contenu, allonger la durée de formation des élèves gardiens et gardiennes de la paix. Il faut concrètement abroger la loi Cazeneuve sur le refus d'obtempérer, dite permis de tuer. Nous avons déposé une proposition de loi en ce sens en juillet 2023. La question de l'éducation et de la formation, j'en ai parlé, est cruciale. Il est impératif de développer de manière pluridisciplinaire la recherche universitaire, la formation des enseignants et des enseignantes et le contenu des programmes et manuels scolaires sur des questions comme l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et de l'immigration. Ce que l'on célèbre de manière républicaine est aussi indicateur de notre conception de notre propre histoire. Nous avions proposé en 2018, par la voix de notre collègue de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon, l'instauration du 4 février comme jour férié national en mémoire des victimes de l'esclavage et de leur lutte, qui s'ajouterait au jour de commémoration spécifique qui est adopté dans chaque territoire d'outre-mer. Aujourd'hui, étant donné l'actualité, il est important de rappeler cette proposition d'ouverture des archives sur les guerres de décolonisation et d'ouverture d'une véritable discussion quant aux demandes de restitution et de circulation des biens culturels issus de la colonisation. Enfin, dans le type de mesures que nous proposons, il y a cette idée de faire France de tout bois. Ainsi, garantir le droit du sol intégral à tous les enfants nés en France, le rétablir sur l'ensemble du territoire national et faciliter l'accès à la nationalité française, et instituer le droit de vote des étrangers. Une proposition de loi constitutionnelle que j'ai déposée en décembre 2023 et que je redéposerai en avril de cette année pose et propose cette question. Ces mesures s'inscrivent dans un programme global, l'avenir en commun, un programme qui a pour objectif précisément de proposer à des millions de gens une transition concrète et praticable depuis cette société d'injustice vers une autre faite d'entraide et de partage. Ce programme propose ce qui est encore seulement en germe dans la société.
et les outils pour entrer définitivement sur la scène de l'histoire. Faire Nouvelle-France, c'est faire peuple internationaliste, altermondialiste, féministe, antiraciste et révolutionnaire. Nous n'avons rien à perdre que nos chaînes et un monde à gagner. Alors, tous et toutes ensemble, rendez-vous dans la lutte, une lutte qui s'exprime comme aujourd'hui lors de ce colloque, qui s'exprimera, je crois, demain dans les mobilisations nombreuses auxquelles je vous invite à participer.